Je vais passer la parole à Monsieur Mikuro et lui demander de se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Fabrice Mikuro, je suis avant tout riverain d'une zone pomicole en Limousin. Et au même titre, par la suite, si j'ai envie de dire, par la suite, je suis devenu administrateur de Génération Future, une association qui milite pour alerter sur les dangers des pesticides au niveau national et européen, et également porte-parole d'une association plus modeste, mais pour autant qui fait parler d'elle, ou en tout cas qui essaye de faire avancer le débat sur les pesticides, et qui s'appelle Alassac ONGF, donc en Limousin. Je vais vous dire franchement, je ne suis pas un grand orateur, je n'ai pas préparé grand-chose, si ce n'est je vais vous faire un petit peu l'historique de la mobilisation citoyenne qui est née en Limousin il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années par rapport à ces questions de pesticides et de santé. Donc il y a un peu plus de 10 ans de ça, on a fait un constat avec quelques voisins. Hein, c'est parti dans un petit village du Limousin. On a fait le constat que des zones pomicoles que je qualifierais d'intensives de par la surface et de par l'activité qu'il y a autour de ces zones-là, qui se rapprochaient de nos habitations. Personnellement, je connaissais déjà ces activités-là pour être originaire du cru. Mais toujours est-il qu'on s'est un petit peu inquiété lorsqu'on a vu les premiers traitements. On a constaté que ces premiers traitements, il y avait une dérive qui allait jusque sur des zones de captage d'eau potable à proximité. Une dérive qu'on constatait quand on se promenait sur les chemins à quelques mètres de nos habitations. Et ça nous a posé quelques questions. Donc, on n'est pas des... je ne veux pas vexer personne, mais on n'avait pas une conscience écologique plus développée que ça. On n'avait pas d'a priori. Mais toujours est-il qu'on s'est renseigné quand même quand on a vu ces granulés, ces produits liquides qui arrivaient directement dans les zones de captage de notre eau potable, eau qu'on donnait à nos enfants. On s'est renseigné, puis on s'est rendu compte que peut-être que ces produits-là n'étaient pas si bons que ça et que c'était peut-être pas très cohérent qu'ils arrivent dans notre eau d'alimentation. Donc, en toute bonne foi, on s'est rapproché de nos élus. Les élus, je remercie les élus qui sont présents et qui s'impliquent dans ces questions de santé. Mais visiblement, en Limousin ou en tout cas en Corrèze, ce n'était pas tout à fait le cas il y a une dizaine d'années. Puisqu'il faut bien l'avouer, les élus, les pouvoirs publics, les décideurs qu'on a contactés au départ en toute bonne foi en leur disant est-ce qu'il n'y a pas un problème, ont manifesté un certain dédain par rapport à la démarche citoyenne qu'on entreprenait en toute naïveté, voire même parfois un certain mépris en nous disant mais occupez-vous, je résume un petit peu, hein, mais c'était l'absence de réponse à nos courriers, etc., ou l'air de dire vous n'êtes pas des médecins, vous y connaissez rien, tout est sous contrôle. Donc voilà, ça a duré comme ça pendant quelques temps. Et puis, au bout d'un moment, de nous-mêmes, on a travaillé un petit peu le sujet, on s'est convaincu de la dangerosité de ces produits, on a essayé d'aller un petit peu plus loin, et puis on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait pas juste les 2-3 voisins du secteur, que c'était une grande partie de la région qui était concernée par la problématique, une grande partie de la région qui se posait des questions, mais en raison de l'omerta. Tout à l'heure, on disait qu'il y a 10-15 ans, il n'y avait pas d'omerta. Si, je vous assure, en Limousin, il y a 10-15 ans de ça, il y avait une véritable omerta sur ces questions de pesticides et de santé. Et on s'est rendu compte que les gens étaient en attente. Et c'est ce qui a un petit peu créé cette mobilisation citoyenne qui s'est traduite par des rassemblements de personnes. En 2012, on a rassemblé plus de 500 personnes sur la place du village, sans agressivité, sans aucune animosité envers les agriculteurs. Dès le départ, il y a 10-15 ans de ça, le sujet, ce n'était pas les agriculteurs. La problématique, ce n'était pas les agriculteurs, c'était les pesticides. On a toujours été très à cheval sur cette idée-là. Le responsable n'est pas l'agriculteur, la problématique, c'est les pesticides. Voilà. Donc on a essayé de créer cette mobilisation citoyenne, et puis on s'est rendu compte, encore une fois, que les pouvoirs publics n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là, et pour pouvoir les rencontrer, il fallait aller planter des croix blanches à des carrefours, il fallait secouer des pancartes, manifester.
manifester systématiquement pour pouvoir rencontrer les élus, pour pouvoir rencontrer les pouvoirs publics et se faire entendre. Donc ce n'était pas notre esprit, ce n'était pas notre volonté de départ, mais on a été dans l'obligation de s'exhiber, parfois peut-être avec certaines maladresses, parfois peut-être avec quelques excès, mais toujours de bonne foi, toujours dans le respect. On a toujours essayé en tout cas d'être dans le respect des hommes et des agriculteurs, bien sûr. Mais ça a eu un effet de créer une certaine confrontation, alors qu'on était dans la demande de dialogue. Malheureusement, pendant des années et des années, toutes les actions qu'on faisait pour essayer de dialoguer entraînaient une certaine confrontation. Et puis de la confrontation, voyant l'absence de résultats malgré tout, il a fallu aller plus loin, il a fallu aller jusqu'à un procès. Donc ça, c'était en 2011, dans les années 2011, il a fallu qu'il y ait un procès, il a fallu qu'il y ait une médiatisation de ces problématiques pour enfin pouvoir les mettre sur la place publique et que enfin les pouvoirs publics commencent à répondre à nos interrogations. Je dis commence parce qu'ils ont malheureusement été très lents, très lents, trop lents, et toujours avec la volonté de faire en sorte qu'il y ait une certaine fatigue de cette mobilisation citoyenne pour qu'on n'aille pas plus loin. Malheureusement, nous, citoyens, on s'est accrochés, on a continué. On regrettait quelque part cette confrontation. Et cette confrontation a fini par engendrer de véritables tensions qui se sont traduites il y a 2 ans par l'annulation d'une marche symbolique qu'on avait mise en place, à laquelle on attendait beaucoup de personnes. Alors je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, hein, c'est simplement pour vous faire un petit peu le tracé de l'historique. Mais face à des menaces, on a été face à des menaces pas forcément issus d'agriculteurs locaux, hein, il faut le savoir. Les menaces provenaient, on va dire, de groupes agricoles beaucoup plus puissants. Toujours est-il qu'on a été obligé d'annuler cette manifestation qui était importante pour nous. C'était d'ailleurs dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides, donc, qui se tenait du 20 au 30 mars, il y a aujourd'hui 2 ans. Donc on a annulé sous réserve d'avoir un engagement de la part des pouvoirs publics à prendre les choses en main. Voilà. Ensuite, les pouvoirs publics ont fini par organiser des rencontres, on va dire, assez discrètes entre arboriculteurs, riverains et médecins qui nous ont accompagnés dans cette mobilisation citoyenne, c'est important de le dire, puisqu'au cours de ces 10 années, on a les médecins du Limousin qui ont créé eux-mêmes une propre structure pour alerter sur le risque sanitaire lié à l'exposition des pesticides, et donc qui nous accompagnaient dans chaque démarche, comme bien évidemment Phytovictime qui nous a rejoint, ça s'est fait tout naturellement, puisque j'ai eu l'occasion de le rappeler ce matin. Phytovictime, dès le départ, on s'est intéressé à cette association, parce que d'une part c'était des agriculteurs, et qu'on pense que le changement, il viendra de l'intérieur, il viendra des agriculteurs. Les riverains, on est juste là pour alerter en quelque sorte, mais le changement réel, c'est les agriculteurs qui le feront. Donc on a été rejoint par Phytovictime parce que c'était les premiers à dire oui, il y a un problème de dérive lorsqu'il y a des traitements, oui, il y a un problème par rapport aux riverains. Voilà. Donc les pouvoirs publics, je reviens sur la situation, les pouvoirs publics nous ont réunis. Phytovictime a joué un rôle de médiateur parce que Laurent Rougerie vous expliquera, se présentera tout à l'heure. C'est vrai qu'à l'époque, les discussions n'étaient pas toujours faciles. Les noms d'oiseaux avaient tendance à jaillir de temps en temps, voire plus. Et puis, il y a eu un événement qui a fait que tout a changé du jour au lendemain. Cet événement, ça a été la simple reconnaissance du constat qui était fait qu'il y avait une problématique avec la dérive. Alors vous allez me dire, oui, c'était évident. C'était évident, sauf que on va dire que les responsables de l'époque, tout au cours de ces 10 dernières années, étaient dans un déni complet. C'est-à-dire que pour eux, ils utilisaient des produits qui étaient autorisés, c'est une réalité. Ils les utilisaient en respectant la réglementation, j'ai envie de dire plus ou moins. Mais en tout cas, il n'y avait aucun
aucune problématique de dérive. Il a fallu, je tire mon chapeau à Laurent Rougerie qui est à côté, il a fallu qu'il y ait un changement de responsable de cette filière, qu'il y ait peut-être un changement générationnel qui se soit produit aussi. Je ne sais pas si c'est une question d'âge ou de mentalité, mais toujours est-il, ça c'est un constat, c'est que la nouvelle génération est peut-être un petit peu plus ouverte à ces questions-là, et ça s'est fait tout naturellement, c'est-à-dire que un jour, les arboriculteurs qu'on a mis en cause pendant des années nous ont dit, oui, c'est vrai, on a un problème de dérive. Et à partir du moment où il y a eu cette reconnaissance de la problématique, eh bien, les choses se sont faites quasi naturellement. D'une confrontation et de tensions extrêmes, on est passé à une concertation sincère, qui, au bout d'un certain temps, s'est traduit sur le papier par la rédaction d'une charte. Une charte, alors chacun appelle ça un petit peu, c'est une charte pour une meilleure intégration de l'arboriculture en Limousin. Certains appellent ça une charte de bonne pratique, donc une charte de bon voisinage. Toujours est-il que c'est un document qui est un document de départ, qui met fin à plus de 10 ans de tensions fortes. Je vous passe les détails sur les tensions, mais je peux vous dire que par moment, on était malheureusement, voilà, ça c'est le jour de la signature de la charte, c'est beaucoup de travail pour en arriver là. Je vous parlais de ces tensions, il faut savoir qu'on n'était pas loin du fait divers. Il faut savoir que dans nos petits villages de campagne, quand on allait chercher notre baguette de pain à la boulangerie, par moment, l'ambiance était un peu tendue dans la boulangerie. Quand un riverain croisait un arboriculteur, il y avait des fois où c'était un peu tendu. Quand vous alliez au bureau de vote faire votre devoir de citoyen, il y avait des fois où c'était vraiment, vraiment très, très tendu. Voilà. Donc aujourd'hui, j'en rigole un petit peu, mais par contre, je peux vous assurer que durant ces 10 années, il y avait une ambiance qui était parfois malsaine. J'en remets pas la faute sur les arboriculteurs, je ne remets pas la faute sur les riverains. J'ai souvent tendance à mettre la faute sur les élus, sur les pouvoirs publics, sur les décideurs, qui pendant des années, ont laissé pourrir une situation qu'ils connaissaient, mais ils voulaient surtout pas s'impliquer. Et malheureusement, à tous les niveaux et en dehors de tout clivage politique, puisqu'on a eu des alternances, droite, gauche, etc. Mais à chaque fois, on a fait le même constat, c'est-à-dire que finalement, on dérangeait un système qui était en place et personne voulait mettre un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Donc aujourd'hui, ce coup de pied dans la fourmilière, on l'a mis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on s'est associé arboriculteurs et riverains pour mettre ce coup de pied dans la fourmilière. Ça n'a pas toujours été facile. Je pensais qu'une fois qu'on aurait convaincu les arboriculteurs d'accepter de prendre des mesures, je pensais que c'était ça le plus dur. Malheureusement, on s'est rendu compte que ce n'était pas ça le plus dur. Le plus dur, c'était de convaincre les pouvoirs publics et certains élus à nous accompagner dans cette démarche citoyenne. Voilà donc en gros un petit peu l'historique. L'historique, c'est un résumé de 12 ans exactement de combat. J'aime pas trop le terme combat parce que c'est des termes guerriers. Parfois, c'est vrai qu'on n'était pas loin du combat. Donc voilà, c'est un résumé d'un peu plus de 10 ans pour arriver à la signature d'un document qu'on va vous présenter, vous présenter avec Laurent. Je vais lui passer la parole. Ce document, il y a un élément important. Alors, ça fait l'objet, comme toute initiative, toute action qui est menée, ça fait l'objet parfois de critiques. On nous dit que ce document va... Pour les arboriculteurs, certains arboriculteurs, ce document va trop vite, trop loin. Pour les riverains, ce document va pas assez vite, pas assez loin. Nous, on part du principe que ce document, déjà, c'est, sans vouloir nous vanter, je pense que c'est la première charte dans ce domaine-là qui fait de telles propositions. Notamment, on évoque une zone tampon de 50 mètres par rapport à la limite de propriété bâtie. Il faut bien avouer que
à part des maires qui se présenteront tout à l'heure et qui nous expliqueront comment ils ont fait, sinon c'est assez unique en France. Et puis il y a une telle levée de boucliers de certains syndicats agricoles pour militer contre cette charte que je pense qu'elle est quand même importante. Donc cette charte, ce n'est absolument pas une fin en soi. Il faut bien le signaler. C'est pour nous un premier palier. Les mesures de cette charte qu'on va vous développer tout à l'heure avec Laurent sont pour nous intéressantes. Elles répondent à des mesures d'urgence. Il faut prendre des mesures d'urgence, c'est ce qu'on demandait en tant que Riverains, à ce qu'il y ait de minimum de mesures de protection de mise en place. Et cette charte répond à ces mesures d'urgence. Mais ce qui est intéressant pour moi dans cette charte, ce n'est pas tellement ces mesures-là, c'est le suivi qui va être mis en place immédiatement, dès la première saison d'épandage. C'est le suivi et le bilan d'évaluation qui en sera fait. Cette charte, c'est inscrit dans le marbre, elle doit être évolutive en fonction des connaissances qu'on peut acquérir, en fonction de l'expérimentation qui est faite des différents dispositifs antidérives qui sont mis en place, parce qu'il faut bien admettre qu'en France, on n'a pas énormément de recul et de littérature sur ce sujet-là, aussi bien sur les haies que sur les filets antidérives. Donc bien sûr que ça ne suffit pas, cette charte, elle n'est pas suffisante, mais pour moi, c'est encore une fois, c'est un premier pas vers une amélioration. Et on a dans la salle des sociologues. Je crois que c'est une démarche aussi sociologique de faire la démarche qu'on a entreprise sans même nous en rendre compte, hein, puisque nous on est des citoyens lambda, on n'est pas sociologue, on n'est pas médecin, mais je pense que c'est une démarche sociologique intéressante, parce que encore une fois, d'une période de tension intense, on est arrivé à une véritable concertation et cette démarche citoyenne, on a réussi quelque part à forcer la main à ceux qui refusaient de nous accompagner. Et c'est aujourd'hui, c'est une reconnaissance générale de cette problématique par rapport à la dérive. Voilà. Donc je vais passer la parole à Laurent, qui peut-être va vous présenter un petit peu plus et le ressenti par rapport aux arboriculteurs, le travail qui est fait. Il ne faut pas hésiter, je pense. Pendant des années, on a critiqué la façon de faire des arboriculteurs. Et je ne renie absolument pas tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, mais aujourd'hui il y a des efforts qui sont faits, de temps en temps il faut dire ça va dans le bon sens, quoi. Et c'est l'esprit, encore une fois, c'est l'esprit de cette charte. Voilà. Merci Fabrice. Bon, moi je me présente, Laurent Rougerie, donc je suis producteur, je suis arboriculteur dans le Limousin, comme Fabrice vient de le présenter, et je suis président donc du syndicat de défense de la pomme du Limousin. Alors c'est un nom un peu barbare, mais enfin c'est on est la seule pomme en France à avoir une appellation d'origine protégée, et donc le syndicat, on est sous l'égide de l'INAO comme la plupart des vins ici. Et donc notre syndicat, sa dénomination officielle, c'est un syndicat de défense. Bon, mais moi je serai certainement plus court que Fabrice, parce qu'il a été très long. Pas très long, mais il a très bien expliqué les choses. J'ai pas grand-chose à rajouter. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, moi, en tant que producteur, je suis représentant de cette filière depuis 2010, date à l'époque où, Fabrice l'a dit, date à l'époque où il y a eu un procès envers 3 arboriculteurs dans le Limousin. Et ce procès qui a été mis en place contre eux, c'était dans le cadre du non-respect de l'arrêté du 12 septembre 2006 concernant l'application des produits phytosanitaires. Bon, je ne vais pas parler du résultat du procès, peu importe. Moi, je suis arrivé en tant que représentant de la filière à ce moment-là, et j'étais un peu spectateur à l'époque, puisque j'étais juste arrivé. Et moi, dans ma petite tête, j'étais au tribunal, j'ai dit on ne peut pas continuer à travailler comme ça. J'étais au fond. Bon, effectivement, les arboriculteurs, on ne va pas dire gagner, mais ils ont été mis hors de cause. Mais on sentait bien que derrière, il n'y avait ni satisfaction ni d'un côté ni de l'autre. Et moi, j'ai dit on ne peut pas rester comme ça parce qu'il y avait une vraie tension, Fabrice l'a dit, et la tension, elle est montée jusqu'en 2015, date à laquelle il y a eu un reportage
assez violent envers notre filière et bon, voilà, il y a eu des tensions assez importantes. Bon, donc les représentants de l'État ont souhaité une deuxième fois nous mettre autour de la table pour voir éventuellement si on était en mesure de pouvoir faire quelque chose ou du moins pouvoir se parler. Donc ça n'a pas été forcément facile au départ et Paul François a fait le médiateur tout à fait au départ. Mais si j'ai bon souvenir, moi en étant assis autour de cette table, moi mes premières paroles, ça a été de dire qu'effectivement, ce qu'a dit Fabrice, oui on a des torts. Oui, on a des torts en tant qu'agriculteur. Il y a des choses qu'on a du mal à respecter, malgré nous. C'est pas de la mauvaise volonté, mais quand on applique un produit phytosanitaire, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. On le fait pas par plaisir. Moi, je suis pas un défenseur des produits phyto, hein. Donc je ne me suis pas totalement présenté, mais je suis arboriculteur sur une trentaine d'hectares de verger. J'ai un quart de mon exploitation en production biologique. Donc voilà, je suis pas un opposant des systèmes. J'ai entendu une viticultrice bio. Moi, je ne suis pas un opposant des systèmes. Tous les systèmes m'intéressent. Moi, le bio fait progresser mon agriculture raisonnée. Et c'est grâce à mon agriculture raisonnée que j'ai pu démarrer mon atelier bio. Et aujourd'hui, les deux avancent. Oui, j'espère demain pouvoir faire du bio. On y travaille, mais c'est pas si simple. Voilà. Donc, et lorsqu'on applique un produit phytosanitaire, quel qu'il soit, y compris en production biologique, et ça j'insiste à le dire, y compris en production biologique, la problématique de l'application, elle est compliquée. Autant dans le choix de l'application par rapport au contexte ravageur maladie, par rapport au contexte météorologique, par rapport au contexte des salariés, par rapport au contexte des riverains, par rapport à tellement de choses que tous ces facteurs sont tellement complexes que très souvent, il arrive qu'on ne respecte pas la réglementation, notamment le point sur lequel on s'est rejoint, c'est notamment la problématique de la dérive. Voilà. Parce qu'il est clair que dans la réglementation, il est écrit que quel que soit le produit qu'on utilise, produit phytosanitaire, d'origine naturelle ou pas, peu importe, il doit être appliqué dans la parcelle en question et non pas sur les parcelles voisines, quelles qu'elles soient. Alors là, on parle de propriétés de riverains, c'est ce qu'on a inscrit dans la charte, mais il existe aussi aujourd'hui des conflits entre agriculteurs parce qu'il existe des dérives de produits phytosanitaires d'une culture sur l'autre, avec une homologation sur une culture et pas sur l'autre. Donc le sujet, il est complexe et pas facile à gérer. Donc on s'est compris, on s'est écouté, et au lieu de continuer dans le conflit, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour peut-être pas répondre à tous les problèmes, mais au moins déjà apaiser les tensions et trouver des débuts de solutions pour que demain, sur notre territoire, il y ait une véritable accalmie entre producteurs et riverains. Bon, donc ça a mis quasiment 2 ans de travail avant d'aboutir à cette charte. Et comme l'a dit Fabrice, la difficulté... les difficultés, elles ont été multiples. Moi, dans ma filière, déjà, pas facile, mais j'ai réussi à... je ne sais pas si vous pouvez remettre la présentation de la charte. Voilà. Donc en bas sur la première ligne, Lim'Dor, Mélim, Perlim et Pompadour, ça c'est des noms de structures coopératives. On a une filière qui est assez bien structurée. Et au milieu, donc le syndicat qui gère l'ensemble de la filière. Et oui, je dis je m'excuse, mais oui, j'ai réussi assez rapidement à fédérer tous les représentants de ces coopératives derrière le sujet. Et tout le monde a été en phase avec moi là-dessus. Les seuls que j'ai ou qu'on n'a pas réussi à fédérer, ça reste des individualités, comme partout. On ne peut pas faire l'unanimité, il y a toujours des producteurs réfractaires. Et les plus difficiles, ça a été les agriculteurs, je le dis, je le répète et je ne m'en cache pas, les agriculteurs représentants syndicaux avec qui ça a été très compliqué, de part et d'autre. Je parle bien de tous les syndicats. Je n'en cible pas un plus que les autres. Chacun avec des attentes particulières, j'en ai entendu tout à l'heure, mais ça a été très compliqué et on a pratiquement vu le moment où notre dossier allait capoter, en parlant poliment, parce que on avait des entraves sur des choses qui étaient complètement stupides ou qui ne tenaient pas la route. Donc ça a été la première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est quand on a réussi à
à élaborer la charte, parce que finalement, moi je trouve que ça a été quasiment le plus facile, parce qu'avec Fabrice, on a bien bossé, on avançait assez vite, et après, ben, ça a été pour signer cette charte et voir toutes les signatures que vous avez là. J'en aurai pour la semaine pour vous expliquer ce qui s'est passé, parce que là on est tombé de haut, et effectivement pour faire bouger les institutions, les politiques, les représentants de l'État, enfin qui vous voulez, ça va qu'on avait de très bons alliés qui nous ont beaucoup aidés, mais il y a des gens qui ont freiné des cas de fer avant de se mettre autour de la table. Et je crois que maintenant, ils ont compris, mais ils avaient des craintes. Ils avaient des craintes par rapport à cette charte. Ils avaient des craintes que cette charte fasse des émules, que cette charte devienne, pourquoi pas, un socle réglementaire qui s'applique à d'autres cultures. Et en fait, ça a été difficile à faire comprendre, mais dans cette charte, déjà, ça reste qu'une charte. Elle n'a pas de valeur juridique en tant que telle. Et derrière cette charte, moi je dis, il y a très peu de choses qui vont au-delà de la réglementation. Il n'y a uniquement que des choses de bon sens qui permettent de respecter la réglementation, ce qui est tout à fait différent. Et ça, ce que je viens de vous dire, mais si je ne l'ai pas dit des centaines de fois, incroyable, des gens qui avaient vraiment du mal à intégrer ça, parce que en tant qu'agriculteur, on a des droits, celui d'exploiter nos terres, de produire des denrées alimentaires saines pour nos concitoyens, mais on a aussi des devoirs, et nos devoirs, c'est de respecter la réglementation. Et cette charte est un outil qui permet, en très grande partie, de respecter la réglementation, notamment par rapport à la dérive. Voilà. Après, bon, je pense que ça sera plus simple si vous avez des questions, parce qu'on peut dire beaucoup de choses. Enfin voilà, dans les grandes lignes, Fabrice vous a retracé l'historique. Moi, je vous ai reparlé un peu du contexte. Voilà, mais enfin, on a réussi à signer cette charte, et comme Fabrice a dit, c'est qu'un point de départ. Alors, un point de départ pour plein de choses, mais un point de départ, nous, pour nos agriculteurs, parce que maintenant qu'elle est signée, maintenant, il va falloir faire appliquer. Et donc là, on est en train d'y travailler au niveau du syndicat. Dans le cadre d'Ecofito, on a répondu à un appel à projet. On vient d'embaucher un stagiaire qui est en train de cartographier nos vergers pour cibler toutes les zones à enjeux prioritaires qui correspondent à cette charte. Et après, il va falloir aller voir tous les agriculteurs concernés, parce qu'il y a des agriculteurs qui ne sont pas concernés par la charte. Ils n'ont pas de problématique de voisinage. Et il y en a d'autres qui sont un peu concernés et d'autres qui sont grandement concernés. Donc on va aller, après il va falloir aller les visiter. Il y en a certains qui sont déjà convaincus, qui ont déjà entamé des démarches. Il y en a d'autres qu'il va falloir convaincre. Donc il y a beaucoup de travail. Voilà, donc on a du pain sur la planche, mais aujourd'hui, moi je me satisfais déjà d'être allé au bout de ce travail, et de sentir que les tensions se sont quand même très fortement apaisées, et de sentir aussi un changement de mentalité dans ma filière. En discutant au quotidien avec beaucoup d'arboriculteurs, il y a une approche du métier qui est différente grâce à cette charte. À force d'avoir entendu parler du problème, finalement, ils se disent oui, peut-être que vous avez raison, peut-être que tu as raison. Fabrice me connaît un petit peu maintenant, je fais bouger un peu les lignes. Des fois, j'y vais un peu fort, mais oui, quand tu parlais de taper dans la fourmilière, des fois ça fait des vagues. Mais voilà, je suis convaincu, je suis un passionné par mon métier, et il n'y a rien qui me faisait plus mal au cœur que lorsque j'entendais que mon métier était critiqué dans les médias, que ce soit à la radio ou à la télé, critiqué quelquefois à raison, mais souvent à tort. Et je me dis, mais bon sang, il y a des gens qui bossent bien, ils en prennent plein la figure pour quelques brebis galeuses, parce que oui, elles existent dans le milieu agricole, les brebis galeuses. Moi, je le dis, j'ai l'habitude de parler très simplement et très ouvertement. Et moi, l'objectif de cette charte, c'est de faire la chasse aux brebis galeuses dans ma filière. Alors là, je suis au milieu du monde viticole, mais moi, dans ma filière que je représente aujourd'hui, on a des individus qui nous ont porté tort.
Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de les isoler et de montrer la vraie image du métier et que ces gens qui ne veulent pas faire les efforts nécessaires pour l'avenir de notre métier, qui soient mis de côté, mais qui ne soient plus... que leur image ne soit plus celle que l'on verra demain aux yeux du grand public. Voilà, donc, voilà, tout ça pour dire que malgré tout, on a bien avancé, mais c'est pas gagné. C'est un combat encore de longue haleine, parce que les mentalités agricoles, comme dans tous les métiers, c'est pas forcément toujours facile. Il y a des gens qui voudraient aller, il y a des gens qui vont déjà plus loin que la Chartée ou qui voudraient aller plus loin. Moi, il y a des gens qui me disent non, ça va pas assez loin. D'ailleurs, il y a des représentants syndicaux, j'ai entendu monsieur tout à l'heure, et on en a nous dans notre région qui souhaiteraient que ça aille plus loin. Mais voilà, il faut ménager la chèvre et le chou. Aujourd'hui, je trouve que déjà on a fait beaucoup et demain, j'espère qu'on ira encore plus loin. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Monsieur Tricoche. Merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, il m'arrive une petite aventure depuis quelques jours, quelques semaines. Ça doit faire 3 semaines aujourd'hui. Nous avons été élus en 2014 sur une commune de Charente qui est Hervel-sur-Taux. C'est la 4e commune. Alors, c'est un peu une ville à la campagne. Donc, j'ai découvert au cours de ces derniers jours que si je connaissais bien les 2 agriculteurs qui étaient sur la commune, en fait, il y avait 8 exploitants agricoles. Ça a son importance. Voilà. Donc nous avons été élus en 2014 sur le principe, notre argument fort de campagne, c'était de mieux vivre sur notre commune. Et donc à la suite de notre élection, nous avons mis en place des réunions publiques qui ont lieu toutes les 3 semaines. Et toutes les 3 semaines, nous sommes dans un quartier différent de la commune. À la rencontre des habitants. Pardon ? Mais oui, et ça dure. Ça fait 3 ans et ça dure. Donc, et au cours de ces réunions, très rapidement, des administrés nous ont fait part des problèmes qu'ils rencontraient avec les agriculteurs, qu'ils pulvérisaient à côté de chez eux, mais vraiment à côté de chez eux, sans les prévenir. Je ne vais pas dire du jour et de la nuit, parce qu'il y en a même eu la nuit, puisqu'il y a eu des pulvérisations. Alors, les gens ne savaient pas ce que c'était. Je pense que c'est des engrais, puisqu'ils retrouvaient l'été, quand les fenêtres étaient ouvertes, des petits granulés dans les chambres le lendemain matin. C'était pas arrivé par... Non, mais c'est à ce point-là. Hein. Bon. Donc, on a réfléchi, on s'est renseigné, on a fait des recherches. Alors, on a en Charente une sénatrice qui a fait beaucoup sur les pesticides. Vous avez dû entendre parler d'elle. Hein. Nicole Bonnefoy, voilà. Et on a recherché s'il y avait des maires qui avaient pris des arrêtés, enfin, les arrêtés qui avaient été pris contre les pesticides. Alors, on avait trouvé à l'époque qu'un maire en Haute-Garonne, mais qui s'était fait retoquer tout de suite. J'ai appris par la suite qu'il y avait un maire dans le 89, ça doit être dans Lyon, qui s'est fait retoquer, mais qui n'a pas lâché, qui est parti au tribunal administratif, et qui, bien évidemment, on connaît le résultat. Donc on a dit quand même, on prend l'arrêté. C'était un principe de précaution vis-à-vis des administrés, et puis un peu une provocation pour essayer de faire bouger les choses. Alors je peux vous dire que l'arrêté, je l'ai signé le vendredi 17 mars. Le samedi matin, il n'était pas 9 h, coup de téléphone à la maison. Un représentant de la FNSEA, un ami qui me connaissait bien, qui m'a dit « Est-ce que c'est que tu veux une remorque de fumier devant ta mairie ?» Ça a commencé comme ça, la discussion. Bon, alors, je l'ai un peu calmé, et puis il m'a reproché surtout de ne pas l'avoir rencontré et discuté avant, parce qu'il me disait que, et c'est ce que j'ai aussi constaté aujourd'hui, que les pesticides avaient beaucoup évolué, que le matériel également avait évolué. Il y aurait, soi-disant, moi je ne suis pas technicien en la matière, mais sur les buses, des choses qui permettent de doser le produit, et puis en fonction de la couleur de la céréale. Mais enfin, quand ils font la nuit, et je les ai vus avant-hier soir à 23 h, alors là, je me demande comment ils peuvent voir. Enfin bon, moi, je veux bien tout et n'importe quoi. Donc l'arrêté a été pris. Alors là, c'est parti. Alors la presse s'y est mise. C'était France 3, France 2, France La Rochelle, enfin bon, les médias, jusqu'à l'Express. On s'est passé partout, en France, en Europe et même ailleurs, parce que moi j'ai eu des coups de fil, des amis du Conseil du Canada, de Saint-Barth, enfin, etc. Voilà. Alors, donc le préfet n'a pas répondu tout de suite. La première réponse, c'est on n'a pas reçu votre arrêté, alors que je l'avais fait porter et remettre dans les services. Donc on a renvoyé une deuxième fois l'arrêté. Et
dans les jours qui ont suivi, donc à la fin de la première semaine, j'ai eu un mail comme quoi là, ils me prévenaient, parce qu'ils avaient fait un communiqué de presse, que l'arrêté allait être retoqué. Donc effectivement, je l'ai reçu en me disant que je n'étais pas compétent, ce que me reprochait la FNSEA. La FNSEA m'a carrément traité d'incompétent d'avoir pris un tel arrêté. Or, l'arrêté, il ne disait quoi? Il reprenait l'arrêté du préfet de Charente et de Charente-Maritime de 2016 qui disait qu'ils interdisaient la pulvérisation donc, des produits phyto à moins de 50 mètres des bâtiments publics. Donc 50 mètres, si lui les a pris, j'ai dit que c'était sans doute une distance raisonnable. Et bâtiments publics, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Des enfants aux personnes âgées qui sont les mêmes que dans les habitations qui sont à côté des champs. Donc j'ai pris le même arrêté en disant 50 mètres des habitations. Et alors là, bon, c'est parti. Alors quand la télévision est venue, donc bien sûr, le représentant qui m'avait téléphoné est passé, mais on n'était pas ensemble. Hein, ils ont eu la délicatesse de ne pas nous filmer ensemble. Alors lui avait le plan du cadastre en disant, bah oui, si on nous enlève 50 mètres, ben on va plus. Moi, je n'ai rien contre les agriculteurs. Il faut que tout le monde vive. On est là pour tous vivre. Mais ce que l'on reproche, enfin, ce que disaient les administrés, c'est que ils pulvérisent n'importe quelle heure du jour et de la nuit, donc ça, moi, je l'ai constaté, sans prévenir les gens, sans tenir compte toujours, même si on leur demande de la météo, parce que moi, je l'ai vu l'autre soir, à côté de chez moi, il y avait un léger vent, il ne faut pas dire qu'il n'y avait pas de vent. Alors, donc, j'ai dit qu'il n'y avait plus de dialogue entre ces deux mondes. Alors, c'est ce que j'ai aussi entendu tout à l'heure, c'est qu'on va arriver, quand les administrés connaîtront tous les problèmes, parce que vous parlez de maladies professionnelles, mais ça concerne le monde agricole. Mais les administrés qui sont à côté, qui avalent ces produits ou qui les respirent, ne sont pas au courant. Mais quand tout le monde sera au courant, je pense que là, il risque d'y avoir une levée de bouclier. Et ça ne sera pas quand la guerre sera déclarée qu'il faudra l'arrêter, il vaudrait mieux la prévenir. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, dans ma réponse au préfet, bien évidemment, comme j'avais reçu la charte de bonne conduite du Limousin, je l'ai jointe en lui disant que c'était peut-être un début de solution. Je lui ai demandé, comme lui il a les moyens, de mettre à notre service un médiateur, un facilitateur, ce que l'on veut, quelqu'un qui puisse faire dialoguer les deux mondes, c'est-à-dire le monde agricole et puis les gens qui sont à côté, qui subissent quand même quelque part l'épandage des produits. Mais je n'ai pas de nouvelles. Par contre, il y a énormément de soutien, c'est ce que je peux vous dire. J'ai reçu à leur demande le MODEF avant-hier, ça s'est très très bien passé. La presse qui est au courant, parce qu'ils avaient fait un communiqué de presse, est venue à la fin de la réunion. Il y a eu un article dans la presse hier matin. Il y a un début de dialogue avec ces gens-là. Je veux dire que malheureusement, ce syndicat, enfin, je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je le ressens, est en perte de vitesse par rapport à il y a quelques années. Qu'aujourd'hui, c'est la FNSEA qui a vent en poupe, tellement vent en poupe, quand on voit d'où vient le ministre de l'Agriculture, on n'a plus de questions à se poser. Bon, donc voilà. Non, mais c'est ça. Alors maintenant, il y a quand même une question que j'aimerais poser, parce que c'est France 2 qui me l'a posée. Monsieur le maire, vous avez pris un arrêté, donc il n'était pas retoqué. Si un agriculteur, malgré cet arrêté, vient pulvériser, qu'est-ce que vous faites? Je lui ai dit, attendez, d'abord j'étais conscient que mon arrêté, il n'allait pas faire long feu. Bon. Et je lui ai dit, si je suis prévenu, je ferai constater. Mais il me dit après, je dis après, quand je roule au-delà de la vitesse autorisée, j'ai un PV, on connaît les montants en fonction de la vitesse à laquelle on roule, on connaît le nombre de points qui sautent. Là, il n'y a rien. Il y a un vide énorme. Alors vous pouvez prendre les arrêtés, enfin on peut prendre les arrêtés que l'on veut, puisque vous dites un élu en prend. En France, on doit se compter sur les doigts de la main, hein, les élus qui prennent ce genre de choses. Mais à quoi ça sert, puisqu'on ne pourra pas les faire appliquer? Donc ce qu'il faudrait, c'est essayer de faire prendre conscience à l'État qu'il y a peut-être moyen, ce que vous avez fait dans le Limousin, d'avoir une charte de bonne conduite, de bon comportement, ou tout simplement de citoyens, pour que tout le monde vive bien ensemble. Voilà. Alors, je voudrais quand même juste souligner deux choses. Les pesticides ont des toxicités de type cancérogène, ce qu'on a dit, mais ont aussi des toxicités de long terme, mais redoutables
au niveau du risque reproductif et par rapport aux enfants. Et je crois qu'il faut avoir en tête, dans la discussion aussi, qu'un certain nombre de ces produits qui sont toujours autorisés, malheureusement, et toujours utilisés, sont des produits qui ont une toxicité en termes de reproduction sur la sexualité des enfants, avec des phénomènes que, par exemple, le professeur Sultan à Montpellier a mis en évidence déjà depuis au moins une dizaine d'années. Donc c'est quand même un peu ça la toile de fond. Puis la deuxième chose que je voulais souligner, c'est ce que vous avez souligné, monsieur le maire, c'est à savoir que malheureusement, pour l'instant, il y a peu de sanctions, voire pas du tout, lorsque les règles ne sont pas appliquées en milieu de travail ou en milieu environnemental. Et que là, il y a une carence quand même, y compris réglementaire et législative. Et je voulais évoquer très vite le fait que nous sommes un certain nombre d'associations avec des juristes à réfléchir à la possibilité d'introduire la notion de crime social et environnemental dans le code pénal. Ça fait partie des évolutions sur lesquelles nous pensons qu'il faut travailler et que on fait appel à tous par rapport à cette notion-là, parce que vous avez raison, la prévention routière a bénéficié d'un système de sanctions qui a été très efficace. Et tant qu'on n'aura pas de sanctions, et dans des pays comme les pays anglo-saxons, même si ce n'est pas au pénal, vous avez des sanctions extrêmement élevées pour des entreprises ou des producteurs qui ne respectent pas la réglementation, notamment en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, etc. Et là, il y a une vraie carence sur laquelle, là aussi, on a à travailler. Oui, le préfet, il m'a dit que l'arrêté, il était du ressort soit du préfet, soit du ministre de l'Agriculture. Donc, ok, prendre acte. Moi, j'ai regardé quels étaient mes devoirs en tant que maire de la commune. À chaque fois qu'il y a un péril imminent, je dois prendre la sanction qui va bien et l'arrêté qui va bien. Et est-ce que, là, moi, je vous pose la question, est-ce que quand on pulvérise ces produits qui sont quand même dangereux, puisque j'ai le certificato, puisque je me suis un peu documenté, et quand on voit les maladies professionnelles reconnues qui commencent par la maladie de Parkinson, que je connais bien, parce qu'il y en a quelques-uns à côté de moi, dont un qui me touche personnellement, qui en sont atteints, du monde agricole. Et donc, quand François est venu, on a interviewé une des riveraines d'un agriculteur qui disait qu'elle avait été victime de la pleurite, et que les médecins lui avaient dit que c'était sans doute une maladie qui venait des pesticides et qu'ils allaient garder son dossier parce que s'il y avait des suites, ils entameraient quelque chose. Et donc quand c'est France 2 qui m'interviewe, je raconte le problème des maladies professionnelles et je cite la maladie de Parkinson, puisque c'est dedans, hein, c'est dans votre certificato. Et la femme, elle change de couleur. Bon, on finit l'interview. Une fois le micro arrêté, la caméra, je lui dis qu'est-ce qu'il y a ? Elle me dit, mon mari est décédé de la maladie de Parkinson il y avait 2 mois, enfin 2 ans. Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste faire une remarque par rapport à ce que vous dites. Effectivement, les préfets ont tendance à dire au maire, vous n'avez pas compétence. Alors sans vouloir avoir la prétention de faire un cours de droit, effectivement, vous, en tant que maire, vous n'avez pas la compétence au niveau du code rural par rapport à la réglementation sur les phytosanitaires. Par contre, vous avez l'article 1311.1 du Code de la santé publique qui vous redonne compétence par rapport aux problèmes de santé, par rapport aux problèmes de salubrité, avec des produits tels que les pesticides. Donc, souvent, c'est aussi une vision du droit. Mais moi, je voulais saluer le courage politique, entre guillemets, que vous avez eu, parce qu'effectivement, pour un élu, c'est pas évident de prendre un tel arrêté, parce qu'on sait pertinemment, que ce soit dans n'importe quelle région de France, qu'en prenant un tel arrêté, vous allez vous mettre les syndicats agricoles sur le dos et en même temps les pouvoirs publics tels que les préfets qui ne veulent surtout pas
d'une telle initiative prise de la part d'un maire, ce qui est regrettable. Nous, ça fait des années et des années qu'on proposait aux différents maires successifs qu'on a eus sur notre commune et sur le canton de prendre un tel arrêté. Il était argumenté, il était vérifié par des juristes. Seulement, on n'a pas eu la chance d'avoir un maire tel que vous. Et je pense que ça aurait peut-être fait bouger les choses. Maintenant, sur les condamnations, lorsqu'on parle de la réglementation en matière de phytosanitaire, effectivement, si on se base sur un arrêté municipal, le non-respect d'un arrêté municipal, c'est 11 € d'amende, 33 € maximum si ça passe au tribunal. Ça ne va pas chercher bien loin. Si on se base sur le non-respect de l'arrêté interministériel, là, tout de suite, on est sur 30 000 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. C'est ce que risque un agriculteur lorsqu'il épand des pesticides par grand vent, dès lors que le vent est supérieur à 3 sur l'échelle de Beaufort. Maintenant, est-ce que la finalité, c'est de faire mettre les agriculteurs en prison? Moi, c'est pas notre... C'est pas ça du tout. Hein. Voilà, mais j'entends bien de votre part. C'est pour ça qu'encore une fois, cette charte qui a une vocation plus éducative est peut-être intéressant et que c'est peut-être ce genre de document qu'il faut essayer d'encourager. Mais ce que vous avez fait pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, je pense que c'est s'il y avait 10, 15, 20, 30, 40, 50 maires en France qui prenaient le même arrêté, peut-être que les pouvoirs publics se diraient, là, il va peut-être falloir qu'on agisse et qu'on enfin, dans les documents tels que l'arrêté du 12 septembre 2006, qui est actuellement en cours de refonte, peut-être que la notion de riverain va enfin apparaître. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, elle avait été légèrement évoquée dans la LAF, la loi d'avenir agricole, puis elle avait été évacuée. Et dans le nouvel arrêté de la réglementation sur les pesticides, la notion de riverain n'apparaît pas une seule fois. Or c'est une notion qui est pour moi essentielle. Alors, allez-y. Oui, donc... marche. Oui, donc effectivement, que le riverain devienne un sujet, ça serait vraiment un très grand progrès en France. Voilà. Maintenant, moi, on a parlé de responsabilité de pénalisation, je ne sais plus comment, de crime social et environnemental, etc. Moi, la chose quand même qui est quand même problématique aujourd'hui, à travers, par exemple, donc Ecophyto, qui a contribué finalement à reporter sur le dernier couillon de la chaîne la responsabilité pénale, c'est que il faut savoir qui va la porter, cette responsabilité sociale, environnementale, etc. Parce que là, aujourd'hui, quand même, la chose principale, c'est que les agriculteurs, on les a mis dans un système. Ils sont dans la seringue. Donc, pour sortir de ça, à tous les points de vue, même il faut presque non seulement des compétences techniques, mais aussi il faut une thérapie de groupe. Parce que quand on a... quand on a été habitué à des pseudo-sécurités, etc., que ça fait partie d'une espèce de fond intérieur vraiment prégnant, on ne s'en sort pas comme ça. Donc il y a vraiment... moi, je voudrais éviter la culpabilisation et l'incrimination de quand même beaucoup d'agriculteurs, même s'il y a des cons partout. Mais parce que vraiment, là, on est dans un système. Moi, quand je disais tout à l'heure que le produit de Villeneuve, c'est quand même vendu par la coopérative, celle qui conseille, qui est théoriquement... c'est un système qui est en place. Et donc, aboutir à la fin sur une pénalisation individuelle de l'agriculteur... Non, je n'ai pas dit que c'est ce que vous avez dit. Je dis attention, parce que le type, quand il vous dit le produit est homologué, je le passe dans les conditions qu'on me dit, et puis après, derrière, encore, on m'attaque, il y a un petit problème. Et puis... je voudrais dire une autre chose. Nous, personnellement, nous, à la Confédération paysanne, on est opposés aux zones non traitées. On est pour des zones de traitement aménagées avec des produits non classés sur les humains, etc. Voilà. Parce que le problème de la ZNT, quand même, et nous, en tout cas, ici en Gironde, on a un gros problème, c'est que, OK, on dit 50 mètres. OK, admettons que le riverain devienne un sujet, soit respecté, etc.
mais on est le plus gros employeur de salariés de France. Alors les types, on va avoir traité avec des produits cancérigènes, mutagènes, orbotoxiques. On n'a pas contaminé les riverains parce qu'on va utiliser du joli matériel confiné. Et les ouvrières qui vont venir mettre le nez dans les feuilles, elles vont s'en prendre plein la tronche. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Oui, non, mais les 48 heures, c'est complètement pipeau, tout le monde le sait. Parce que le délai, d'ailleurs, les délais de pré-rentrée, ce sont des délais économiques. Ce ne sont pas des délais de réentrée correspondant à une expérimentation de la contamination. Donc, voilà, on a des salariés agricoles qui sont sous notre responsabilité. Nous sommes responsables de la santé et on va les envoyer au casse-pipe. Aujourd'hui, la ZNT, c'est repousser le problème. OK, très bien pour les riverains. Quid des salariés agricoles qui sont quand même des milliers en Gironde? Moi, là, j'ai un problème. Et donc, le dernier point, c'est l'accompagnement, parce que j'ai causé avec des pomiculteurs, en particulier une pomicultrice de Corrèze. Donc la question, c'est les gens qui veulent passer, qui voudraient passer en bio, par exemple, sur des parcelles contiguës, etc. Donc elles sont obligées de passer sur des variétés résistantes, notamment à la tavelure. Et donc ça suppose un accompagnement économique des coopératives. Je veux dire, c'est ça aussi qu'il faudrait mettre en place. Là, c'est juste... je pense que ça... Votre charte est très bien, j'en dis ce qu'on ne vient pas. Hein. Je dis simplement qu'il y a quand même un volet économique pour pouvoir faire évoluer le système. Parce que il y a des gens qui sont... C'est vrai que, moi je suis d'accord même pour une fois avec la FNSEA, quand vous avez enlevé 50 mètres, 50 mètres, 50 mètres, des fois il vous reste 3 cm² au milieu. Donc il faut quand même... Voilà. Oui, ça c'est un scoop. Alors, on va prendre les dernières... Il y a trois demandes d'intervention, 4. Et puis ensuite, c'est Paul qui conclura la journée. Non, simplement, on a vu ce matin que si les viticulteurs ne traitaient pas, ils n'avaient pas de vin. Alors là, je m'interroge sur le sort des pommes, et en particulier pour les consommateurs. Parce que dans l'émission de télé, je crois qu'en avoir vu un petit bout, en 2015, effectivement, l'inquiétude qui naissait, c'était celle des consommateurs. Il y avait peut-être les riverains, mais les consommateurs. Alors, ce n'est pas le sujet de la table ronde, mais quand même. Quid des pommes? Si vous voulez, est-ce qu'on peut les manger telles quelles? Est-ce que les laver, ça suffit? On a vu le problème de la pollution de contact ce matin. Oui, ça, quid des pommes? Allez-y. Oui, oui, alors là, si on ne traite pas en viticulture, il y a des années, on arrive à ramasser quand même. On a des témoins non traités depuis 92, et il y a quelques années, on arrive à ramasser un peu, mais il y a le problème aussi de qualité. Et si vous voulez, on le sait après. Donc, c'est comme les vaccins, quand on traite, on fait un peu de préventif. C'est beaucoup de préventif. Donc, c'est très compliqué à savoir le développement de la maladie à fin de campagne, quoi. Moi, ce que je voudrais dire, bon, d'abord... alors, je m'excuse, je ne veux pas faire le combat syndical, mais l'affaire de Villeneuve-de-Blaye, j'ai le courrier là du préfet qui il ne peut pas incriminer les 5 matières actives. Il incrimine, sur les 5 matières actives qui ont été utilisées, l'ARS n'a fait aucun prélèvement, et aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est telle ou telle matière active qui est responsable de l'intoxication des enfants. Je tiens à le rappeler parce que moi, je tiens à ce que la vérité soit dite et qu'on ne joue pas avec tout ça. Vous avez joué. Vos collègues nous ont insultés sur les réseaux sociaux là-dessus, mais aujourd'hui, je peux te montrer la lettre du préfet, je peux vous la montrer, qui indique que là-dessus, d'ailleurs, voilà. Ensuite, la bouillie bordelaise, BBSR, aujourd'hui, il y a des vêtements des EPI aussi qui sont conseillés jusqu'à donc produits bio. On est dans la même problématique, quoi. Concernant la responsabilité des viticulteurs par rapport au vent, aujourd'hui, c'est 150 000 € d'amende, 2 ans de prison. Ce n'est pas 30 000 € d'amende, c'est 150 000 € d'amende, 2 ans de prison. Et aujourd'hui, sur la Gironde, il y a 2 viticulteurs qui ont payé 15 000 €. Alors, ils ne sont pas allés au tribunal, mais on leur propose une transaction judiciaire de payer 15 000 € et ils ne vont pas au tribunal pénal. Donc, effectivement, s'ils vont au tribunal pénal, ça sera certainement plus de 15 000 €. Donc, je trouve quand même que la condamnation est quand même assez lourde par rapport au fait de traiter à plus de 19 km/h. Et d'ailleurs, c'est souvent, mais je le dis aussi, c'est souvent aussi des viticulteurs bio qui se font prendre à traiter avec le vent, parce qu'en bio, comment très raisonné comme je fais, il faut placer le traitement avant les pluies. Et si avant la pluie, il y a du vent,
comme vous disiez, parfois c'est quand même compliqué de respecter la réglementation. Ensuite, par rapport à vous, monsieur le maire, je crois que la bonne démarche, c'est effectivement ce qu'a entrepris la mairie de Libourne aujourd'hui, où elle a réuni tous les viticulteurs. Donc ce qui est bien dans votre arrêté, c'est que vous avez pu faire connaissance avec tous les viticulteurs de votre commune, puisqu'apparemment vous ne les connaissiez pas tous. Et que la démarche que l'on a entreprise avec la Chambre d'agriculture, moi je suis venu à une ou deux réunions, pour essayer de trouver des solutions, quoi. Je crois que si on va de suite dans le conflit, ce n'est pas la bonne solution, quoi. Enfin, ça a été ce qui a été exprimé là-dessus, quoi. Et donc forcément, les syndicats, que ce soit la FNSEA, que ce soit tous les autres, les agriculteurs, on est sur la défensive, c'est normal. Si je n'avais pas... voilà, mais je vous suis répondrez d'accord, après. sauf Voilà. que si je n'avais pas pris l'arrêté, il n'y aurait pas eu de discussion. Non, mais vous n'avez pas engagé la discussion, puisque vous ne connaissiez pas déjà les viticulteurs de votre commune. Donc comment vous pouvez engager la discussion si vous ne les connaissez pas? Voilà. Invitez-les, on fait une discussion et puis on débat. Mais maintenant, bien sûr qu'il y aura des bobiganages. On est dans cette démarche maintenant. Mais oui, mais c'est pas, à mon avis, ce n'est pas la bonne solution. Libourne a fait la bonne solution de réunir tous les viticulteurs, de voir les solutions qui sont là, techniquement, avec les chambres d'agriculture, avec les GEDON et tout ça. C'est ça la bonne démarche. Et forcément que si on est agressé, ben, c'est naturel, on va se défendre. Alors, il y a plusieurs demandes. Non? Il y a deux. Oui, je voulais juste faire un commentaire sur la limite de la toxicologie du point de vue de la production des connaissances, et en particulier concernant les enfants. Il faut savoir que le modèle de l'homme, entre guillemets, qu'on prend en compte en toxicologie ou qu'on a pris en compte pendant longtemps, c'était un homme moyen en bonne santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se discute. Et le fonctionnement des enfants ne faisait pas partie au départ des données qui étaient traitées dans les modèles toxicologiques. Et il y a eu des apports récemment qui montrent qu'il y a des fenêtres de sensibilité dans le développement du fœtus d'une part, des enfants d'autre part, qui font que le raisonnement à dose équivalente ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'une très faible dose sur une faible durée d'exposition pendant cette fenêtre de sensibilité importante aura plus d'effet qu'une dose plus importante qu'on pourrait retrouver par la suite chez les adultes. Et donc cette question de la fenêtre de sensibilité, donc qui peut se décliner à différents niveaux, en particulier grossesse et développement de l'enfant, est une véritable problématique qui met la toxicologie, je dirais, devant ses limites du point de vue de la production des connaissances. Oui, je voudrais, à ce niveau des débats, rassurer nos voisins citoyens des propriétés viticoles. Il est possible en Gironde d'exécuter des programmes de traitement avec efficacité, avec des produits non classés sur toutes les maladies. Par contre, je partage l'avis de mon confrère, moi je serai un peu plus sévère même, il y a des abrutis chez nous aussi. Sur la route, il y a des abrutis qu'on appelle des chauffards, même là, les pires répressions, il y a des abrutis, c'est vrai. Donc il faut les mettre au pilori, il faut essayer de les virer, mais rassurez-vous, au niveau de l'interprofession, on a mis des solutions plutôt que des solutions de contrôle, des solutions de régulation. Lorsque le préfet a sorti le premier décret en Gironde, notre informaticien, alors il faut dire que depuis 15 ans, on a investi massivement dans un SIG au niveau du CIVB. Je dis c'est plusieurs millions d'euros pour géoréférencer toute la viticulture. Et de ce fait, au premier décret, il a suffi à notre informaticien quelques lignes de code et 3 clics pour sortir instantanément sur les SIG toutes les zones, tous les buffers qui étaient considérés, qui étaient décrits dans le fait du préfet. Aussitôt après, on a vu que ça ne suffisait pas. On a diffusé à tous les vignerons concernés par courrier électronique pour qu'en un clic, ils aient la cartographie de leur exploitation où c'était à risque. Un clic, ça veut dire c'est ouvrir un fichier PDF. Et depuis l'an dernier, on envoie systématiquement tous en plus par courrier la problématique, les organismes qui peuvent les aider à trouver des solutions techniques, entre autres, surtout la Chambre d'agriculture. Donc, on est vraiment sur ces démarches. Alors, à Bordeaux, on a la chance de ne pas être trop agressé parce que la culture dans la vigne est faite, est historique. Il y en a beaucoup qui viennent à Bordeaux
ou dans les vignes pour voir la vigne. Moi, ça m'est arrivé avec des nouveaux riverains qui arrivaient. Est-ce que tu veux que je mette une haie entre ma vigne et ta propriété? Les gars me disent surtout pas. Je suis venu pour voir la vigne. Donc, à parler avec les voisins, on entend tout. Mais force est de constater que c'est vrai qu'il y a des abrutis au niveau des vignerons et il ne faut pas hésiter à les mettre au pilori. Alors, il y a encore 3. Je vais reparler des 50 mètres. J'ai l'impression que c'est la ligne Maginot entre le monde citoyen et le monde du travail. Et puis on a une porosité, comme toute imaginaire. Et en fin de compte, le véritable problème, c'est le fait que quelque chose qui appartient au monde du travail et des travailleurs, qu'on soit salarié ou employeur, qui appartient donc à ce monde-là, rentre dans la cité et va rencontrer des enfants, enfin notre avenir quoi, en même temps. Mais le problème, si on s'arrête à le prendre là, on est à côté. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi qui pose problème? C'est le produit, c'est la dangerosité du produit. Mais en même temps, c'est l'autorisation de pouvoir faire utiliser ce produit. Donc c'est la délivrance. Comment on arrive à avoir une institution qui va donner une autorisation d'avoir un produit qui est CMR, reprotoxique, qu'on puisse l'utiliser à l'extérieur avec tout le risque de lignes Maginot qu'on a, c'est-à-dire de toucher et de faire des victimes. Mais en fin de compte, le problème, il est là. C'est ça qu'il faut aller chercher. C'est comment on peut aujourd'hui contraindre le législateur à refuser, à interdire l'autorisation d'utiliser des produits qui sont dangereux pour la santé de tout un chacun, et pas que de quelques-uns, de tout un chacun. Parce que derrière, si on ne parle que de celui qui vient chez le citoyen, le travailleur qui est à l'intérieur, dans toute sa pratique professionnelle, dans toutes les expositions qu'il va y avoir, mais c'est des malades en puissance. Je l'ai dit tout à l'heure, 129 malades par jour. C'est le résultat de la destruction de l'être humain au travail aujourd'hui. Mais c'est une catastrophe. Et demain, et ça augmente avec l'amiante, demain ça augmentera avec les produits phytosanitaires, avec les nanoparticules, et allons-y gaiement. Mais c'est comment on peut continuer, nous en tant que citoyens, puisque le pouvoir il appartient réellement aux citoyens, comment on peut continuer à accepter de pouvoir utiliser des produits qui nous tuent? Parce qu'en fin de compte, moi ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a des traitements qui permettent de faire aujourd'hui sans que ce soit dangereux pour la santé. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Complètement d'accord, mais j'ai bien dit que les 50 mètres, je ne les avais pas pris comme ça, c'était les 50 mètres du préfet. Parce que vous vous souvenez quand même tous du nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté au-dessus de nos frontières. C'est tout. On est dans le même cas, là. Alors, il y a encore ici et là. J'ai 2 questions qui vont sans doute dans ce sens. J'ai entendu récemment sur France Inter que l'association Génération Future avait publié récemment une étude. Cette étude, ça consistait à analyser les urines de gens connus, notamment des journalistes de France Inter, et donc pas des gens qui vivent spécialement à la campagne. Et le but était de rechercher le glyphosate. Cette étude montre que chez toutes ces personnes analysées, toutes ont un taux de glyphosate dans les urines supérieur à ce qui est autorisé dans l'eau potable. Voilà une information, je ne sais pas si certains l'ont entendu. Je ne l'ai pas revue. Ils l'ont passé en continu sur les chaînes de France Info et France Inter hier. D'accord. Je pensais qu'elle avait été un peu étouffée, je ne l'ai pas vue moi dans les journaux. Seconde question. Ici en Gironde, il y a, je pense que c'était l'année dernière, à la suite de l'émission de Lise Lucie à propos des pesticides, je crois qu'il en était question, dans la commune de Prégnac, dans le sud Gironde. C'est une commune qui borde la commune de Sauternes. Sauternes, le vin de Sauternes, bien connu. Donc c'est une région où il n'y a que une commune où il n'y a que des vignes. Dans la commune de Prégnac, le taux de cancer pédiatrique était très supérieur au taux national. Donc ça a alarmé quelques personnes. Il y a eu quelques discussions, quelques vagues recherches. La presse régionale s'en est émue. Et puis, quelques jours plus tard, on a conclu, peut-être après le passage d'un expert qui a su diffuser le doute, on a conclu qu'il n'y avait absolument pas de lien
entre, disons, les pesticides ou les traitements des vignes et ce taux de cancer pédiatrique. Alors, je ne sais pas si certains ici ont des informations particulières. Merci. Alors. Oui, merci de me donner la parole. J'entends souvent l'argument selon lequel il y a des pratiques qui sont juste le fait de chauffards ou de gens de malades, de gens un peu fous. Moi, je trouve que c'est un peu dangereux cet argument-là. J'entends très souvent. C'est une défense qui vise à masquer qu'en fait, la problématique des pesticides, c'est un problème de structure et c'est un système. Donc c'est un système de recherche-développement, de production, de commercialisation, d'autorisation de mise sur le marché, on l'a dit, et d'utilisation. Et c'est effectivement un problème effectivement de système contre lequel il s'agit de combattre. Et même s'il y a des initiatives qui semblent aller dans le sens d'un consensus, je pense qu'on est quand même dans le combat. Si je me souviens bien et si j'ai bien compris, l'année dernière, en 2016, il y a un groupement des producteurs de pommes et de poires, si je ne me trompe pas, qui a réussi à attaquer et à faire annuler l'arrêté de septembre 2006 qui encadrait la mise en œuvre des pesticides en France. Donc c'est quand même assez problématique. Il a fallu prendre en urgence un nouvel arrêté dans lequel les riverains n'existent pas du tout juridiquement. Or, ces riverains, finalement, ce sont des gens qui n'avaient aucune légitimité à s'immiscer dans le débat, mais c'est finalement grâce à eux qu'aujourd'hui, on a des réunions et on arrive à parler de cette question-là. Parce que c'est quand même une des rares fois où la société civile se mêle de ce qui ne la regardait a priori pas, c'est-à-dire le travail, la production agricole. Voilà. Alors, c'est la dernière intervention. Je voulais quand même attirer, on a parlé tout à l'heure de biocontrôle. Aujourd'hui, le grand truc dont on entend parler toute la journée, c'est biocontrôle. Moi, quand je crée une marque, un truc, n'importe quoi qui s'appelle bio quelque chose, si c'est pas bio, vraiment, on me tombe dessus, j'ai la répression des fraudes. Et je peux vous dire, même une simple assertion pas totalement vérifiée, c'est la répression des fraudes. Là, aujourd'hui, il y a des produits qui arrivent sur le marché, ça s'appelle biocontrôle. C'est une appellation incontrôlée. Hein. Je peux vous dire, c'est tout n'importe quoi. C'est le ministère qui décide qu'est-ce qu'on va appeler biocontrôle. Biocontrôle. C'est l'escroquerie organisée, en bande organisée, qui est aujourd'hui mise en place. Et ces produits peuvent être bio pour certains, peuvent être intéressants, mais ils sont... Enfin, leur nocivité, leur caractéristique, c'est pas du tout bio globalement. Hein. Voilà, parce que là, on est en train de mettre en place un nouveau système, un nouveau leurre. Voilà. Alors, juste deux points pour répondre à certaines des questions. Sur le pénal, ce que je voulais dire, c'est par rapport aux producteurs de molécules mortelles. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas effectivement d'être justement dans cette opposition riverain arboriculteur ou autre, c'est remonter à la source de ceux qui produisent ces molécules et qui obtiennent, enfin, qui ont obtenu une impunité. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur comment s'est construite l'impunité des industriels. Actuellement, nous avons plusieurs procès en cours par rapport à l'amiante, des victimes de l'amiante qui, depuis 20 ans, essayent d'obtenir justice devant la justice pénale et on n'a pas encore eu l'ouverture d'un procès. Donc, quand je dis il faut vraiment qu'on arrive à aller beaucoup plus loin du point de vue de la justice pénale, c'est dans le sens que ceux qui, impunément et en toute connaissance de cause, nous imposent ces productions, puissent un jour avoir à en rendre des comptes devant la justice pénale. C'est ça ce que je voulais dire. Sur les cancers d'enfants, il y a une situation en France qui est catastrophique.
du point de vue de la connaissance, parce que malheureusement, nous n'avons pas un véritable suivi départemental de l'incidence des cancers d'enfants. Ce que je peux dire, c'est qu'en Angleterre, où ce suivi existe depuis les années 50, on est aujourd'hui avec une augmentation énorme de 10% de cancers d'enfants supplémentaires chaque année, au moins depuis les années 60-70. Ce qui veut dire que c'est l'incidence des cancers d'enfants, de moins de 5 ans en particulier, mais également dans la tranche 5, 15 ans, voire 19 ans, on a une augmentation très très importante. On a des signes comme celui que vous avez ici en Gironde, mais malheureusement, quand une étude est faite, c'est plutôt pour dire « oh, c'est pas fondamentalement différent qu'ailleurs ». Et ça, c'est vrai que là-dessus aussi, on touche aux carences institutionnelles, structurelles que nous avons en France sur la prise en compte par la santé publique de ces questions-là. Si vous le permettez, je voulais apporter quelques réponses aux questions qui ont été posées, notamment par monsieur l'adjoint au maire en charge de la santé. Je dis, monsieur l'adjoint au maire, vous avez posé une question et personne ne vous a répondu. Donc, moi, je voulais vous poser une question sur quid des pommes, lavées ou pas lavées, manger avec ou sans la peau. Si on pose la question à Laurent Rougerie, il va vous dire, bien sûr, il faut les manger comme ça. Certains vous diront que la peau, c'est riche en vitamines. Moi, je dirais que c'est plutôt un choix du consommateur. Si le consommateur décide demain de s'orienter davantage sur le bio, eh bien peut-être que aussi ça sera une autre forme de solution. C'est-à-dire que demain il y aura peut-être plus de production bio et moins de production conventionnelle. C'est aussi un choix du consommateur. Voilà. J'avais un autre élément qui est en lien avec Enoch Chart et la condamnation que vous avez évoquée. On s'est retrouvé dans le Limousin avec cette histoire de force de vent à Trois-Beaufort. Trois-Beaufort, sauf si on est marin, ça ne dit pas forcément grand-chose. Les feuilles qui s'agitent, les petites branches qui sont secouées, la force du vent sur le visage, etc., etc. En Limousin, on a innové, encore une fois, en mettant en place des manches à air. Des manches à air qui nous indiquent, avec un panneau d'indication qui explique ce qu'est l'échelle empirique de Beaufort. Et je peux vous dire que ces manches à air, on a tendance à dire que ce sont de véritables juges de paix, dans le sens où sur les emplacements où ces manches à air ont été mises, on avait régulièrement des appels de la part de riverains se plaignant de traitements, etc. Aujourd'hui, sur ces sites-là, je peux vous dire qu'on n'a plus un seul appel. Pour la simple et bonne raison que ça sert d'élément pour tout le monde, aussi bien pour les arboriculteurs qui ainsi ont une vue sur la manche à air, qui savent s'ils peuvent ou s'ils ne doivent pas traiter. Et je pense que dans la viticulture, de par la hauteur de culture, si sur les grandes parcelles qui font plusieurs hectares, de temps à autre, peut-être à proximité des habitations et autres, on avait une manche à air qui était apposée, ça réglerait bien des conflits et ça éviterait peut-être aux riverains de déposer plainte contre le voisin qui, encore une fois, fait son travail et essaye de le faire au mieux, mais ce n'est pas toujours évident. À moins que Laurent, tu aies quelque chose. Oui, juste un mot pour... Moi, je vais faire ma réponse par rapport aux pommes lavées. Bien sûr que vous pouvez les manger comme ça. Ça, c'est la réponse du producteur de pommes. Mais je voudrais quand même rappeler que la problématique de laver les fruits, c'est une problématique souvent bactérienne, parce que quand on achète dans les magasins, c'est tripoté par énormément de gens. Nous, quand ça sort de nos vergers et de nos stations de conditionnement, c'est hyper clean. Et j'aimerais quand même rappeler, malgré tout ce qu'on entend, on a une agriculture française quand même extrêmement performante, extrêmement contrôlée, même s'il y a des biais, même si tout n'est pas parfait, on l'a entendu, mais quand même, en tant qu'agriculteur, on peut quand même être fier de ce qu'on fait. Et je rejoins aussi plusieurs paroles qu'on a entendues, c'est pas forcément sur les agriculteurs qu'il faut faire peser cette responsabilité. Le monde agricole va suffisamment mal comme ça, et nous, le travail qu'on a fait en Limousin, c'est justement pour essayer que ça aille mieux, sans qu'on supporte des pressions qui, pour les agriculteurs,
sont difficiles à accepter, tant d'un point de vue financier, parce que les amendes ou tout ça, il y a certains agriculteurs qui n'ont même pas les moyens de les payer, autant d'un point de vue financier qu'un point de vue psychologique, parce qu'aujourd'hui, le monde agricole, quand je dis qu'il ne va pas bien, on le sent dans les campagnes, c'est très compliqué. Voilà. Donc, effectivement, il y a du travail, les produits, il faut les faire évoluer, il y a plein de choses à faire, mais voilà, il y a des choses qui sont en marche, et malgré tout, on peut quand même être fier de notre agriculture, voilà, je pense. Merci Laurent. On avait dit 18 h, alors je vais essayer de conclure, mais je vais apporter quelques précisions quand même, parce que d'abord, monsieur le maire, Rueil, c'est à 20 minutes de Ruffec. Le préfet, il connaît bien Phytovictime, mais il connaît très bien Paul François. Et les syndicats, je dis bien les syndicats, ils me connaissent. Moi, j'ai laissé gérer, bien sûr, votre arrêté, je ne l'ai pas vécu en direct, mais quasi. Mais il m'est arrivé par des réseaux qui étaient même très, très loin. Effectivement, vous avez parlé du Canada. Il s'avère que j'ai de la famille, et ma fille en particulier qui est au Canada en ce moment, ils ont été informés via les réseaux sociaux. Je suis un peu surpris quand même que le préfet ne nous ait pas fait signe. Les syndicats, je ne suis pas surpris. Je dis bien les syndicats. Alors en Charente, on parle souvent de la cogestion, et je ne suis pas le dernier des fois à le dénoncer, mais pour une fois, il n'y a pas de cogestion de la FNSEA parce que ce n'est pas eux qui sont à la tête de la Chambre d'agriculture, c'est la coordination rurale, pour ne pas les nommer. Et là, je pense que depuis le temps que je dis à mes collègues, et tous syndicats confondus, il faut être force de proposition, parce qu'il n'est pas normal d'en arriver à cette situation, mais vous avez eu raison de le faire. Parce que j'aurais aimé que quand, dans mon propre département, au vu de ce qui nous est arrivé, ce qui m'est arrivé en particulier, et le mouvement qu'on a mis en place avec Phytovictime, nul n'est prophète en son pays, mais Laurent le disait tout à l'heure, quand on est arrivé dans le Limousin, peut-être qu'effectivement, c'était plus facile pour moi parce que personne ne me connaissait, entre guillemets, mais je me souviens des discussions. Enfin, quand même, que diable en Charente, ils auraient pu nous dire, moi je restais en retrait, Phytovictime, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on sait effectivement que c'est dangereux, c'est pas normal d'en arriver à cette situation. La règle, elle est simple, vous parliez de législation, le droit rural, le code rural, il dit quoi? Il dit qu'un agriculteur doit maîtriser sa dérive. Le produit, il doit s'arrêter effectivement là, à sa parcelle. Ça, en aucun cas, ça doit aller dans le jardin, ce que j'ai pu voir. Et en plus, en céréales, oui, c'est possible. Beaucoup plus facilement que vous, viticulteurs, ou vous, arboriculteurs, pour des problèmes techniques. Bon, parce qu'on traite vers le bas. Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Juste une petite précision, ce n'est pas parce qu'ils traitent la nuit, monsieur le maire, ça montre bien qu'il y a besoin d'un dialogue, qu'ils emploient des produits dangereux et qu'on ne peut pas traiter la nuit. Non, mais quand je le dis, c'est je sais ce qui a été repris. Je sais ce qui a été repris par certains médias et surtout ceux qui mettent de l'huile sur le feu. Si on traite la nuit, c'est parce que justement, ça nous permet, par rapport au vent, par rapport à l'hydrométrie, c'est des problèmes techniques, et par rapport à nos solutions de guidage, on peut traiter de nuit. Ça ne nous fait pas rire. Ça nous fait pas rire. Je me mets bien nous, parce que je n'oublie pas que je suis agriculteur. Et voilà, ça ne nous fait pas rire. Ceux qui sont employeurs de main-d'œuvre, ça oblige à faire travailler les salariés de nuit avec tout ce qui va avec. En tous les cas, ça montre quoi? Qu'il a besoin d'un dialogue. C'est ce qui a été dit depuis ce matin. Et je me tourne vers vous, monsieur Vasseur. Je les connais bien, mes collègues. Je sais bien qui vous a répondu comme ça. Est-ce qu'un syndicat, plutôt que de dire on va te mettre une remorque de fumier devant ta mairie, ne peut pas dire halte, tu as pris un arrêté, il faut vite que l'on se rencontre? Alors, qui avait raison, qui avait tort, je ne sais pas, mais en tous les cas, vite, on doit se rencontrer, comme ça a été fait dans le Limousin, trouver des solutions pour des gens qui ont fait construire à la campagne, qui n'ont jamais imaginé que ces belles prairies ou ces champs de blé qui étaient devant chez eux, à un moment donné, pouvaient être synonymes d'empoisonnement pour eux-mêmes, ou risque d'empoisonnement pour eux-mêmes, leurs enfants, leurs descendants. Donc là, ça montre bien, et c'était le thème aujourd'hui, qu'il faut dialoguer. Mais on voit bien ce soir aussi que le sujet est sensible, parce que je vois mon collègue de la Conf, et puis vous, la FNSEA, il y en a peut-être de la coordination rurale. Je le connais bien, ce milieu-là. Moi, je vais juste te rappeler quand même, je vais tous vous renvoyer dans votre camp, les syndicats. Quand j'ai commencé le combat contre Monsanto, là, j'étais seul, et j'ai plus entendu
tu nous fais suer, Paul, parce que à travers ton combat, tu n'avais qu'à faire gaffe, hein, et on ne s'est pas gêné sur les réseaux sociaux, tu n'avais qu'à faire gaffe, c'est ta responsabilité. Je peux vous dire que si j'avais été responsable, Monsanto n'aurait pas été condamné parce qu'on ne s'attaque pas à n'importe qui quand on se frotte à un géant comme Monsanto. Et tous les syndicats, alors d'un côté, c'était « il ne faut pas que tu dénonces le système », certains d'autres syndicats, bah, tu sais bien, ces grosses exploitations, bah, ils n'ont qu'à moins traiter, ils n'ont qu'à faire du bio. J'ai tout entendu. En tous les cas, le monde syndical, il m'a bien laissé seul et il a bien laissé les victimes. Ce qui m'est arrivé à moi, c'est arrivé aux autres victimes et c'est pour ça qu'on a créé Phytovictimes.